Bonjour. On plonge aujourd'hui dans une période vraiment fascinante, la fin du 19e siècle. On avait l'impression, en physique, d'avoir presque tout compris, non? Électricité, magnétisme. Ah oui, tout à fait. Un sentiment de complétude. On disait même au jeune Max Planck, laisse tomber la physique, il n'y a plus rien à découvrir. Voir comment tout ça a basculé, comment on est arrivé à Einstein. Exactement. Parce que sous cette surface un peu lisse, il y avait quand même des petites fissures, des énigmes. Planck, par exemple, il a ignoré les conseils. Heureusement. Oui, Il s'est d'abord intéressé à l'entropie, bon, le désordre si on veut, un domaine où un certain J. Willard Gibbs avait déjà publié des choses fondamentales. Mais personne n'avait vraiment vu passer ses travaux. ah d'accord. Et ensuite? Ensuite, en 1900, Planck sort une idée, mais alors radicale, pour expliquer le rayonnement des corps noirs. Il dit, l'énergie, elle n'est pas continue. Elle est émise par paquets, des quantas. Des paquets d'énergie. Mais qu'est-ce que ça changeait concrètement par rapport à la vision d'avant? Bah, ça changeait tout. Enfin, potentiellement tout. La physique classique, elle reposait sur la continuité. Vous voyez, tout est lisse, tout varie progressivement. Mhm. Et là, Planck arrive et dit non, ça marche par saut, par paquet. C'est une discontinuité fondamentale. Il posait les bases de la physique quantique sans même s'en rendre compte tout de suite. Une vraie rupture. D'accord. Et presque au même moment, enfin un peu avant, en 1887, il y a une autre expérience qui secoue les certitudes, c'est ça? Michelson et Morley. Oui, absolument. Ils voulaient mesurer le fameux vent d'éther. Cette substance hypothétique qui était censée remplir l'univers et... Et servir de support à la lumière pour qu'elle puisse voyager. C'est ça. Ils ont utilisé un appareil très ingénieux, un interféromètre, très précis. D'ailleurs, Albert Michelson, c'est une histoire incroyable, cet homme. Immigré, assez pauvre, Ah oui. qui finit prix Nobel de physique. Bref, il monte cette expérience super pointue, et le résultat, il est stupéfiant. C'est-à-dire, ils n'ont rien trouvé? Rien, zéro, aucune trace de ce vent d'éther. La vitesse de la lumière, elle restait la même, quelle que soit la direction, quel que soit le mouvement de la Terre. Constante. Et là, le choc, c'est quoi? Que l'éther n'existe pas? Ou autre chose? Le choc, c'est surtout que ça tapait en plein dans les fondations de la physique de Newton. Si l'éther n'existe pas et que la vitesse de la lumière est constante pour tout le monde, alors l'espace et le temps ne peuvent plus être absolus, universels, comme on le croyait depuis 2 siècles. Ah oui, d'accord. C'est une brèche énorme. Énorme. Même si sur le coup, beaucoup ont tenté de trouver d'autres explications. C'était dur à accepter. Et c'est là qu'arrive notre fameux Albert Einstein, en 1905. Pas prof à l'université, non? Non, non, employé au bureau des brevets de Berne, expert technique de troisième classe. C'est fou. Et depuis son bureau, il publie 3 articles majeurs dans Annalen der Physik, en une seule année. Comment c'est possible, ça? En dehors du circuit académique. C'est ça, l'année miraculeuse, 1905. Le premier article, justement, il utilise les quantas de Planck pour expliquer l'effet photoélectrique. La lumière qui arrache des électrons à un métal. Et ça lui vaudra le Nobel, plus tard. Exactement. Pas pour la relativité, pour ça. Le deuxième article, c'est sur le mouvement brownien. Une preuve solide de l'existence des atomes. On ne les voyait pas, mais on voyait leurs effets. Et le troisième? Le troisième, c'est l'ébauche de la relativité restreinte. Le point commun à tout ça, peut-être cette capacité incroyable à remettre en cause des évidences. Le temps absolu, l'espace absolu, et si c'était pas vrai? Parlons-en de cette relativité relative. Espace et temps relatif, vitesse de la lumière constante et absolue. Ça défie complètement notre intuition, quoi. Ah oui, c'est contre-intuitif au possible. Pensez à la contraction des longueurs, la dilatation du temps pour quelqu'un qui va très vite. Et c'est étrange. Et puis, il y a cette équation. E égale mc au carré. Tout le monde la connaît, mais qu'est-ce qu'elle signifie au fond? Au fond, c'est c'est peut-être l'idée la plus révolutionnaire. Masse, M, et énergie, E, sont deux faces de la même médaille. Équivalente. D'accord. Et comme C, la vitesse de la lumière, c'est un nombre gigantesque, et qu'on le met au carré en plus, ça veut dire qu'une toute petite quantité de matière contient une énergie absolument colossale. Colossal, ouais. Et ça explique quoi concrètement? Ça explique d'où vient l'énergie des étoiles, pourquoi elles brillent si longtemps, ça explique l'énergie nucléaire, et accessoirement, ça montre bien que l'éther, on n'en a plus besoin du tout pour expliquer la lumière. Et j'imagine que ces idées, sur le moment, elles n'ont pas été acceptées tout de suite. Ah non, loin de là. C'était tellement audacieux.
Beaucoup de scepticisme au début. Ça a pris du temps. Et Einstein lui-même sentait qu'il manquait quelque chose, non? La gravité. Elle n'était pas dans sa relativité restreinte. Exactement. Ça va être son grand chantier suivant. 10 ans de travail acharné pour intégrer la gravité. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit en 1917 à la relativité générale. Et là, l'idée est encore plus folle, si on peut dire. La gravité, ce n'est plus une force qui tire les objets. Ah non, alors c'est quoi? C'est une déformation, une courbure de l'espace-temps lui-même, causée par la masse et l'énergie qu'il contient. L'image classique, c'est la boule de bowling sur un matelas. Oui, qui crée un creux. Voilà. Et une bille qui passe à côté, sa trajectoire est déviée par le creux. C'est ça la gravité selon Einstein. La masse dit à l'espace-temps comment se courber et l'espace-temps dit à la matière comment bouger. Fascinant. Et une des conséquences de cette théorie, c'est que l'univers, il ne peut pas être statique. Il doit bouger. Oui, les équations le disaient. Soit il est en expansion, soit il se contracte. Mais Einstein, à l'époque, trouvait ça dérangeant. L'idée d'un univers immuable était très ancrée, Et c'est là qu'il introduit sa constante cosmologique. pour le forcer à rester fixe. C'est ça, pour contrebalancer la gravité et maintenir un univers stable. Il a plus tard appelé ça sa plus grosse bourde. Parce que pendant ce temps-là, Les observations commençaient à montrer autre chose. Exactement. Il y avait Vesto Slipher, dès les années 1910, qui mesurait des décalages vers le rouge systématiques pour les nébuleuses lointaines, signe qu'elles s'éloignaient. Mais son travail est resté un peu confidentiel. et puis il y a le travail absolument crucial d'une femme, Henrietta Leavitt. Ah, Henrietta Leavitt, oui. Elle travaillait à Harvard comme calculatrice humaine, dans l'équipe d'Annie Jump Cannon, un travail assez obscur à l'époque. Et elle découvre quoi? Elle découvre une relation fondamentale chez certaines étoiles variables, les céphéides. Leur période de variation d'éclat est directement liée à leur luminosité absolue, intrinsèque. C'est-à-dire que si on mesure combien de temps elle met à clignoter, on sait quelle est sa vraie puissance lumineuse. Précisément, ce sont des bougies standards, comme des ampoules dont on connaîtrait la puissance. Si on connaît la puissance et qu'on mesure l'éclat qu'on reçoit, on peut calculer la distance. C'était la clé pour mesurer les distances cosmiques. Une clé fondamentale. Essentielle, fournie par quelqu'un qui travaillait dans l'ombre. Et c'est Edwin Hubble qui va utiliser cette clé, c'est ça? Hmm. Dans les années 20? Oui, Edwin Hubble depuis le mont Wilson. Un personnage assez affirmé, disons. Il utilise les céphéides de Leavitt pour montrer que ces fameuses nébuleuses, ce sont d'autres galaxies, comme la nôtre, à des millions d'années-lumière. Andromède, par exemple. Et il ne s'arrête pas là. Non, il combine ces distances avec les mesures de vitesse de Slipher, le décalage vers le rouge. Et il trouve une relation directe. Plus une galaxie est loin, Plus elle s'éloigne vite de nous, la loi de Hubble. la voilà, la preuve observationnelle que l'univers est en expansion. Et là, c'est vertigineux. Si ça s'étend, ça veut dire qu'avant, c'était plus petit, plus dense. Mhm. Que ça a dû commencer quelque part. Un début. L'idée commence à germer. Et c'est un prêtre et physicien belge, Georges Lemaître, qui va vraiment la formuler, en parlant d'un atome primitif, l'ancêtre du Big Bang. Donc, en quoi, 30 ans à peine, la physique passe d'un état où l'on croit tout savoir à la relativité, au quanta, à un univers en expansion, c'est une révolution totale. Une transformation radicale, oui. Et ce qui est frappant, c'est comment tout ça est né, en remettant en cause des évidences, le temps absolu, l'éther, l'univers fixe. Hmm. Et grâce à des observations ultra précises, menées parfois par des gens un peu en marge, comme Einstein au début, ou comme Leavitt. Et ça nous laisse avec une question peut-être un peu vertigineuse pour finir. Si des concepts aussi basiques, aussi fondamentaux, l'espace, le temps, la matière, l'univers lui-même, ont pu être repensés si profondément, si vite, Oui. quelles sont nos certitudes scientifiques actuelles qui pourraient, demain, être balayées par une observation qu'on n'attend pas ou une idée qui nous semble aujourd'hui juste inconcevable, hein. C'est une excellente question, une pensée à méditer effectivement.